Salut tout le monde, bienvenue à la session du jeudi. N'hésitez pas à vous déclarer dans les commentaires pour qu'on puisse savoir qui est présent aujourd'hui et qu'on puisse se poser des questions et mieux réorienter le discours. Voilà. Salut Crysis 3932. Tu vas bien? Alors je sais pas qui c'est Crysis 3932, si tu veux rester anonyme, pas de problème. Mais si tu veux te présenter, dire un peu ce qui t'intéresse dans ces sessions et ton niveau de maîtrise de Power BI, si tu es bien avancé ou si tu es encore débutant. Sinon, donc pour rappel, la session d'aujourd'hui va se dérouler sur 1 heure. L'objectif, ça sera de voir comment on peut transformer des données qui sont plutôt statiques et simples, donc une liste de centres d'intérêt et une liste de, d'endroits d'origine, et voir comment on peut créer des produits, des matrices pour générer des scénarios. Donc, là, c'est des scénarios de déménagement, mais ça peut être tout et n'importe quoi quand vous êtes, je sais pas, dans le conseil en logistique, conseil en stratégie, c'est pas mal. Donc là, je lis les commentaires. Niveau de maîtrise très bas, mon domaine, c'est la gestion de crise. Ok. Euh, donc j'espère qu'il y aura de quoi t'intéresser. Je trouve que Power BI est un outil très puissant, intéressant pour l'analyse d'un grand nombre de données et surtout de visualiser cela. Pour la partie immobilier, c'est mon côté investisseur qui m'amène. Ah, bah, les personnes qui veulent faire de l'investissement immobilier, vraiment, c'est super intéressant de le faire avec Power BI parce que vous avez toutes les fonctionnalités de visualisation qui ne sont pas sur Excel. Même si on peut faire des formules très puissantes sur Excel, notamment pour le calcul des loyers mensuels ou des calculs des taux d'intérêt. Je vous avoue que c'est un peu plus complexe à faire en DAX, mais une fois qu'on a fait la formule une fois, on l'a compris pour le reste. Mais sinon, voilà, euh, visualisation de cartes, de photos, comparaison de dynamique, par exemple, on va voir sur l'une des premières questions, on va pouvoir faire des paramètres de modification de, je sais pas si c'est une acquisition, on peut mettre un apport, par exemple, si c'est un, si c'est une acquisition avec une demande de crédit, on peut mettre la valeur de l'apport. Si on peut, si on veut que ça soit, par exemple, une acquisition avec travaux, bah, du coup on va pouvoir moduler les travaux. Si on a un taux d'intérêt qu'il va falloir négocier entre 2-3 banques, bah, on peut mettre la liste des taux d'intérêt et faire le simulateur. C'est vraiment très puissant et je vous invite à poser des questions au fur et à mesure. Si vous voulez que je vous donne des informations sur comment on pourrait éventuellement faire quelque chose que je n'ai pas fait durant la séance. Je peux soit m'arrêter pour le faire, soit je vous renvoie vers du contenu ou vers une autre session, potentiellement. Vu que tout le monde passe forcément dans sa vie par une phase d'achat et d'acquisition, ça peut être intéressant de faire plusieurs séances sur ça. Ok, d'accord. Et on a une personne en bleu, donc Y Lartar. Bah, je t'en prie pour les sessions,
c'est normal. Et salut Jessie. Jessie, je pense que toi, ce qui t'intéresse là, c'est plutôt acquisition, investissement immobilier. Donc j'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions directement. Donc d'abord, je vais commencer par vous présenter comment potentiellement vous pouvez modéliser vos données et les stocker sans trop sans que ça soit trop complexe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier Excel tout simple. Dedans, j'ai mis des propriétés. Donc imaginons que la première ligne, c'est l'endroit où donc si c'est le cas d'un déménagement, bien sûr quand c'est un choix pour un investissement, bah, vous allez pouvoir les comparer entre plusieurs entités qui n'ont pas de référence précise. Donc là, la référence, imaginons, c'est la première ligne. Imaginez quelqu'un, une famille, qui habite. Donc là, c'est juste que j'ai donné des noms aux propriétés parce que j'ai récupéré directement des noms de restaurants. Mais vous, ça va être par exemple le nom d'une autre propriété. C'est important d'avoir le nom parce que ça va vous aider à vous retrouver dans l'énormité de données que vous allez avoir en face de vous. Donc là, imaginons que la première propriété, c'est Mama Shelter, adresse, d'accord? On a un loyer qui peut être calculé par exemple quand on cherche une location, ou sinon, on peut avoir directement le prix de l'acquisition, sans intérêt, sans rien, on va pouvoir les calculer sur Power BI. Ça, c'est juste le prix qui a été demandé par les propriétaires actuels. Ou sinon, c'est le prix d'acquisition de vente de votre bien. Comme ça, vous pouvez faire des différences. C'est-à-dire que si je vends le mien et que j'achète un autre, quel est l'apport, euh, quel est potentiellement le gain. Et après, potentiellement, souvent, je ne sais pas, quand vous travaillez avec des agences, elles vont vous dire prévoir tant de travaux. Ou sinon, c'est vous de votre côté, vous allez dire j'ai besoin de. C'est un immeuble un peu vieux, j'ai besoin de faire des travaux. Voilà. Donc, la première table, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle doit être plate, dans le sens où chaque ligne doit correspondre à une seule propriété. Et donc, tous les attributs, donc les descriptifs qui vont venir décrire cette propriété, si on les met dans cette table, il faut qu'ils soient uniques. C'est-à-dire que ici, le prix, bah, j'en ai qu'un seul pour une propriété. Les travaux, c'est la même chose. Le plan, j'en ai un seul ici, mais si j'avais plusieurs plans, alors là, je créerais une table à part et dedans, je mettrais l'identifiant de ma propriété et tous les plans. Le plan de la cuisine, du sous-sol, voilà. Moi, j'ai pris un truc simple, j'ai mis une seule photo. Du coup, comme j'ai qu'une seule information, bah, je l'ai mise ici. Si j'en avais plusieurs, donc pour une seule ligne, j'ai plusieurs informations. Je vais commencer à faire des petits schémas. C'est vraiment tout part de la modélisation. Si votre modélisation est bien faite, vous avez tout gagné. Donc, le temps que le pad s'ouvre, si vous réussissez à faire une très bonne modélisation, du coup, vous allez pouvoir éviter de faire des manipulations trop compliquées sur Power BI. Donc, pour que ça vous facilite le travail, si on part d'une table, donc là je mets 4 lignes, ça c'est les en-têtes, 1, 2, 3, donc ça c'est ma table de référence, c'est votre dimension, donc c'est la dimension qui décrit vos projets. Soit un projet, soit une propriété, soit un logement, bref, vous avez compris. Et à chaque fois, j'ai une seule information qui est écrite. Ok? À votre niveau, en tant qu'utilisateur qui ne savent pas utiliser d'autres technologies comme JSON ou des CSV où on va pouvoir mettre des listes à l'intérieur des listes, ici, à cet endroit-là, si j'ai une seule information, par exemple on va l'appeler photo, voilà, hop, pardon. Si ici j'ai une photo et que j'en ai qu'une seule, je la mets ici. Mais si j'ai plusieurs photos, qu'est-ce que je fais? Je crée une table. Ici, je mets identifiant, qui est le même que celui-là. Et à ce moment-là, je commence à faire mes photos, je les stocke ici. Donc voilà, identifiant de la propriété 1, de la propriété
logement numéro 1, et là j'ai les photos, et du coup j'ai mes liens pour mes photos, ou descriptifs, ou n'importe quoi. Et après je passe numéro 2. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris au reste du projet, de l'exercice. Et après, bah, en fait, on aura juste à les connecter en disant que cette colonne qui est là est connectée à cette colonne. Voilà. Et que chaque ligne, donc vous allez voir sur votre modèle Power BI, chaque ligne qui part ici, hop, elle peut avoir, on met étoile pour dire plusieurs. Voilà, c'est N, c'est plusieurs. Souvent, vous allez voir ça aussi en modélisation de base de données. Pour chaque ligne qui est ici, on peut avoir plusieurs lignes ici. Et, inversement, pour chaque ligne qui est ici, on ne peut avoir qu'une seule et unique ligne en équivalent de l'autre côté. Comme ça, une photo appartient forcément à un logement. On ne peut pas appartenir à plusieurs. Mais un logement peut avoir plusieurs photos. Voilà. Donc, table de dimension. Et ça, c'est la table des, on va l'appeler propriétés, ou sinon les faits. Vous voyez, souvent, j'utilise le mot fait, fact, pour dire bah, c'est quelque chose qui s'est passé, donc ça peut être une mesure, ou ça peut être juste une propriété, un attribut physique. Donc faites gaffe, aujourd'hui j'ai utilisé le mot propriété, j'aurais dû dire logement, parce que propriété, en modélisation de données, ça veut aussi dire propriété, ça peut être une colonne, ça peut être un attribut, bref. Donc là, à chaque fois que je vais dire une propriété, c'est pour dire un logement, une localisation et tout. Donc là, on a notre table principale, celle des propriétés. À côté, j'ai une autre table, celle des centres d'intérêt. Donc là, les centres d'intérêt, en fait, ils n'ont rien à voir avec les propriétés. Voilà, c'est juste les centres d'intérêt de la famille ou du nombre de personnes qui habitent ensemble et qui veulent déménager ensemble. Quand on passe au côté professionnel, ça peut être les endroits où vous avez des déplacements. J'ai un bureau avec 300 personnes, il faut que je les déménage. Ces personnes-là, elles ont chacune un centre d'intérêt, c'est-à-dire leur logement principal déjà, donc leur résidence, lieu de résidence. Tous les matins, on va les faire déménager, donc tous les matins, bah, ça veut dire qu'ils vont changer de routine. Il faut évaluer quel va être l'impact. Et aussi, quand vous êtes un prestataire de service, bah, si vous déménagez vos locaux, bah, il y a vos nouveaux clients, il faudra réévaluer quelle est la distance entre les anciens et les nouveaux bureaux. Donc là, même chose, ça n'a rien à voir avec ma table propriété logement. J'ai juste une table avec mes centres d'intérêt, le nom du lieu, voilà, et j'ai mis une adresse, tout simple. Maintenant, passons à ce qui va décrire nos propriétés. Une fois que vous allez commencer à récupérer des informations sur des propriétés, je sais pas moi, ça peut être du Le Bon Coin, la PAP, une agence qui vous envoie des offres et vous récoltez les infos. Premièrement, vous avez les photos. Donc là, je mets une table et c'est donc ça la table dont je vous parlais tout à l'heure. Le plan, j'en ai qu'un seul. Dans mon exercice, j'ai mis qu'un seul plan, mais j'ai plusieurs photos. Donc là, j'ai récupéré des photos sur internet. Voilà, c'est des photos de cuisine, de salle de bain, ça n'a rien à voir, hein. Les trucs, ils ne sont pas sélectionnés entre eux, donc parfois on a une très belle salle de bain et une photo d'un photographe d'une chambre complètement claquée. Donc on va avoir des trucs assez drôles. Voilà, donc j'ai ce bloc-là qui me décrit, je vais faire un peu de zoom, j'ai ce bloc-là qui me décrit, hop là, ma propriété 1. J'ai la première, la deuxième, la troisième chambre, deux photos de la cuisine, une entrée, salle de bain, séjour, extérieur. Vous pouvez avoir autant de propriétés que vous voulez, ça ne changera pas votre modélisation. Donc là, j'ai mis 8 lignes par logement. Vous pouvez en mettre, je sais pas, 10, 20, autant de photos que vous avez. En face, on a une URL. Et là, j'ai mis juste un type pour pouvoir par la suite comparer la chambre, la salle de bain d'un logement avec la salle de bain d'un autre. Ouais, quand on est indécis, c'est vraiment bien pratique d'avoir des catégories comme ça, on a toutes les photos des vues. Voilà, donc là je vous présente la base de données. Je ne sais pas ce que vous allez avoir comme informations qui vont être redondantes, mais moi, celle qui est redondante, c'est photos. Donc les photos sont reliées à la table des propriétés. Et enfin, là c'est pour la partie évaluation des temps de transport. J'ai une petite table que j'ai utilisée pour... en fait, j'utilise Google Maps et j'envoie des requêtes en disant quelle est la distance entre ces deux endroits pour marcher, pour faire de la bicyclette, transport en commun et les voitures. Et donc quand on a les deux propriétés, les deux tables, propriété et centre d'intérêt, là, je passe à ça.
Donc le but de l'exercice, c'est d'évaluer sur une carte d'une ville, hop, moi j'habite là. Et mes centres d'intérêt sont ici. Voilà, c'est un peu gros. Mes centres d'intérêt sont là, là, là. Le jour où je vais vouloir déménager, on va avoir de nouveaux scénarios. Les nouveaux scénarios, ça va être ça. Ok? À la base, moi j'habitais ici. Mes centres d'intérêt, c'était un peu partout, là, les endroits où vous sortez, là où vous avez la crèche des enfants. Et donc, l'objectif, c'est de savoir si votre nouveau logement, quelle est sa distance par rapport à tous les autres. Voilà, quand vous en avez deux, c'est pas mal. Quand vous en avez 1000, bah, c'est pas évident, il faut les évaluer de manière beaucoup plus automatique. Donc ce qu'on va faire, pour répondre à ta question, Jess, oui, tu peux mettre le nombre de la surface, et du coup tu peux calculer le nombre de mètres carrés. Mais c'est juste une propriété en plus. Mais elle doit rester dans la partie table qui rejoint tes propriétés. Si tu as 9 nouveaux chantiers ou 9 nouvelles possibilités, tu as 9 lignes. Tu ne peux pas en avoir plus. Voilà. Donc là, j'ai ma table des propriétés. Je vais l'appeler TB propriété, je sais pas, logement. Allez, tiens, logement parce qu'on est dans le cas d'un logement. Mais ça peut être des bureaux si vous êtes en déménagement. Et en fait, ici, si on a au total 4 logements, d'accord? Et ici, on a la table des centres d'intérêt ou des endroits où vous allez sortir, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'y a pas de connexion entre les ID. Et ici, j'en ai 12. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle en logistique ou dans d'autres domaines un distancier. Donc, un distancier, c'est une grande table, comme ça, à la base. C'est une grande table où on a, par exemple, toutes les villes de France et la distance entre eux. Donc là, on va voir Paris, Paris, Montpellier, Montpellier, Lyon, Lyon, Marseille, Marseille. Et en fait, on va avoir des informations sur la distance entre toutes les... Et bien sûr, c'est une table qui est symétrique. C'est-à-dire que la distance entre Paris et Marseille, c'est la même distance que Marseille-Paris. Voilà. Ça et ça, c'est pareil. Donc pour créer des distanciers, ça c'est le concept de distancier. Vous pouvez télécharger des distanciers des villes de France, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire pour le cadre de cet exercice, c'est que je vais créer mon propre distancier entre mes endroits où j'ai l'habitude d'aller et les nouvelles, les nouveaux, euh, les nouvelles propriétés que je vais acquérir potentiellement. Voilà. Ça peut être pas mal dans un milieu professionnel pour justement l'acquisition d'un nouveau restaurant, pour voir comment on va gérer les magasins, les livraisons, pour voir où est-ce qu'on peut mettre des caves pour stocker votre stock au lieu qu'il soit à l'extérieur de la ville, vous pouvez le balancer à l'intérieur d'une ville. Ça c'est très puissant, il y a très peu de gens qui le font. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas les outils alors que c'est facile à faire. Bref. Du coup, ce qu'on va faire pour générer notre distancier, le distancier, il est simple. On va prendre pour chaque ligne ici, ok? On va la ramener ici. Bon, là, je vais mettre des ID, comme ça, je vais pas vous perdre. 1, 2, 3. Et ici, imaginons qu'on a A, B, C, D, toutes les lettres. Voilà. Avec plein de propriétés. En fait, pour chaque ligne, on va générer une nouvelle table. On va l'appeler distancier. Et du coup, pour chaque ligne qui est dans la table logement, on va mettre l'équivalent de toutes les lignes dans la table des centres d'intérêt. Donc ça, d'abord, on génère notre table. Donc là, 1A, 1B, 1C, voilà. Vous générez ça. Et donc normalement, qu'est-ce que vous devez retrouver? Vous devez retrouver 4 fois 12 lignes au total. Donc là, juste, je récupère une table avec deux colonnes. Et dans ces colonnes, j'ai n fois P, donc le nombre de lignes de la table logement, fois le nombre de lignes de la table centre d'intérêt. Donc là, c'est 4 fois 12. Bon, là, j'ai un problème avec mon écran. 4 fois 12, donc je devrais récupérer 48 lignes. Ok? Et une fois qu'on a récupéré toutes ces lignes-là, donc là, devrait finir sur
4, 4 et M, N, peut-être un truc comme ça, voilà. Donc un A, un B, un C, on a tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Google Maps, voilà, une fois qu'on a récupéré toutes ces lignes, j'en ai 48, on va utiliser des requêtes sur Google Maps, je vous montrerai par la suite comment on fait, pour lui dire, est-ce que tu veux bien me calculer la distance? C'est gratuit et c'est automatique. C'est gratuit jusqu'à 300 000 requêtes, je me rappelle plus des chiffres, mais voilà. Là, vous pouvez largement les faire en tant que pour un projet perso, consommer ce crédit-là. Quand ça devient pro, bah, c'est normal que vous sortiez la carte bancaire. En fait, on va lui demander quelle est la distance. C'est une formule, hein, c'est vraiment une formule entre parenthèses. On dit distance entre le point A et le point B. Et on va lui demander quelle est la durée. Par défaut, ça récupère la distance euh, en voiture. Du coup, si vous voulez aller encore plus loin, quand vous déménagez quelqu'un, bah, vous pouvez avoir une distance en voiture, mais quand vous déménagez un logement, vous pouvez par exemple vous rapprocher d'un endroit et du coup vous n'avez plus besoin de prendre vos voitures, donc vous allez prendre juste les transports en commun, potentiellement. Et donc on passe de... Ça c'est le classique en voiture, et on va voir par exemple 12 km et là ça va être 14 minutes. Donc ça c'est des fonctions qui vont être générées. Ça c'est un résultat d'un calcul. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter une autre table. Donc on va l'appeler la table des modes de transport. Et de la même manière qu'on a fait la table 1 fois la table 2, donc pour chaque ligne de logement, on génère 12 lignes de centre d'intérêt, en fait on va rajouter les 4 lignes de mode de transport. À pied, en vélo, en voiture, et vélo, transport, voiture, à pied, voilà. Donc on aura 4 lignes ici, 1, 2, 3, 4, pour les 4 modes de transport, et ce qui fait que dans notre base, on aurait, voilà, on aurait le mode de transport, pied, vélo, transport en commun, voiture. Voilà, vélo, voiture. Et du coup, on aurait un résultat différent ici. Parce que ça serait un résultat, dans la formule, on mettrait je veux, je veux la distance entre le point A et le point B en voiture. Et le résultat, je le veux en mètres ou en kilomètres. Bref. Donc je vous montre un peu ce que ça donne quand on fait ça sur Google Maps. Donc ça part d'une feuille Excel, Sheets. Voilà, j'ai... alors elle n'est pas là, elle est ici. Donc là, j'ai ma propriété 1. Ma propriété 1, c'est ça. Propriété 1, vous voyez, j'ai généré autant de lignes. Et du coup, centre d'intérêt numéro 1, numéro 2, numéro 3. Avec ça, j'ai rajouté une colonne. C'est le mode. Bon, c'est écrit distance, voilà. Mode transit, bicyclette, biking, voiture, voilà. Ils sont un peu pas dans le bon ordre. Mais bref, attendez, je vais le faire comme ça. Et donc d'abord le mode, centre d'intérêt, et ça. Voilà. Donc là, on a généré tout ça. Par exemple, sur ce bloc. Donc ça, tout ce bloc, c'est toute la première propriété. Après, dans ce bloc-là, c'est la première propriété avec la première adresse, qui est le 20 avenue Albert Einstein. Et par la suite, on a nos 3 modes, vélo, voiture, tout ça. Et en fait, la formule, elle est toute simple. J'ai créé une formule, Google Maps. Donc là, par exemple, celle-là, je vais l'écraser. Google Maps, c'est la distance entre deux. Vous pouvez la trouver sur Internet, hein, c'est facile. Et je vous la donnerai pas parce que ça va... il faut entraîner votre capacité à récupérer des infos sur Internet. Voilà, si vous galérez vraiment, je vous la donne, mais une des compétences vraiment principales, si vous voulez continuer sur cette voie, c'est de savoir trouver les infos sur Internet par vous-même. Elles sont là, elles sont gratuites, elles sont faciles, c'est juste du copier-coller, mais sachez savoir les retrouver. Donc Google Maps, et la première propriété, c'est l'adresse de départ, celle-là, virgule, je suis en majuscule, virgule, l'adresse de destination, virgule, le mode de transport, donc biking, et la dernière, c'est le type de retour. Et là, vous avez une petite précision, est-ce que vous voulez en kilomètres, en minutes ou en heures? Par exemple, je vais lui dire, je veux que ça soit en heures.
donc hours. Et là, il va me retourner le... Ah oui, j'ai utilisé le service beaucoup trop de fois tout à l'heure, donc j'ai un peu explosé mon, mon compteur de la journée. Bref, la formule elle est toute simple et vous pouvez du coup récupérer ce que vous voulez. Voilà, donc là vous avez compris comment on fait pour avoir un distancier et du coup on obtient le distancier tout propre que j'ai importé sur Excel. Je ne le fais pas sur Power BI parce que tant que vous êtes sur Google Maps, vous n'avez pas besoin de récupérer une clé parce que c'est votre compte. Tant que vous êtes sur Google Sheets, vous n'avez pas besoin de clé parce que c'est votre compte Gmail qui fait la demande. Et ça se fait automatiquement. Quand vous sortez de l'environnement de Gmail, de Google, bah, vous avez besoin d'authentification, trop chiant, trop relou. Donc ça se fait sur Power BI, c'est une API toute simple qu'on a appelée. Mais c'est vraiment plus pratique de le faire sur Google directement. Sur Google Drive. Donc voilà, j'ai mon distancier. Et donc pour chaque ligne de propriété, j'ai une ligne de centre d'intérêt, un mode de transport et une distance et une durée. Tout ça, c'est facile à récupérer. Et maintenant, la partie la plus importante, dites-vous que ça, quand vous le faites une seule fois, c'est... imaginez, il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Copier Google Maps. Je vais sur Maps. Je copie mon adresse. Ça, c'est un vrai job. Je mets mon adresse ici. Je copie la partie où je dois aller. Voilà, direction. Je fais ça. Donc là, j'ai un compteur qui tourne. Ça fait 1 minute que j'ai commencé. Et donc là, je récupère en voiture. Ça fait 11 minutes, 4 km. Et du coup, je viens ici et je tape 11 minutes, 4 km. Voilà, ça dure à peu près 1 minute. Imaginez que vous ne fassiez que en voiture. C'est-à-dire que vous n'allez même pas réfléchir à la possibilité que c'est plus rapide à pied qu'en voiture, ou en vélo, ou en transport en commun. Et que vous avez 4. Donc vous avez 10 logements, 10 nouvelles adresses qui vous ont été proposées par votre prestataire, et vous avez 300 personnes qu'il faut déménager. Donc là, ça vous fait 3000 requêtes à faire sur Google. 3000 fois 60 secondes, divisé par 3600. En imaginant que vous êtes des brutes. Donc ça fait à peu près 50 heures de travail. Ok ? 50 heures de travail, vous avez à peine récupéré la distance en voiture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas évaluer plus que 10 scénarios. Alors que dans notre cas, vous pouvez évaluer 50 endroits pour déménager, avec des prix, des coûts de travaux, tout ce que vous pouvez imaginer comme variable. 50 endroits pour déménager dans une ville, un bureau. On peut être jusqu'à 1000 personnes, allez, imaginons. Là, on passe à peu près 833 heures de travail. Et vous avez fait qu'une seule évaluation. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait habite vraiment à 1 km du boulot, bah, vous allez évaluer sa distance en voiture. Alors qu'on sait très bien quand on a un travail à 1 km, on ne prend pas la voiture. Et voilà, ça fait 833 heures de travail. Quand vous le faites sur Power BI, là c'est moins de 30 minutes. Voilà le pouvoir que vous pouvez avoir avec Power BI sans forcément faire de formules trop complexes. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on génère ce distancier et après on passe à la visualisation de données. Le distancier, je vais vous montrer comment on le génère sans faire les calculs, donc sans récupérer ces deux colonnes, parce que vous pouvez les faire soit sur, comme je vous ai dit, Google Sheets, vraiment très facile, Google Maps, Formula, Google Sheets, et là vous arrivez, il y a des vidéos qui vous expliquent. Passez du temps sur cette compétence-là. Le fait de chercher de l'information, passez du temps dessus. Ne récupérez pas juste des réponses que je vous aurais données. Ça va vraiment vous aider. Donc Google Maps, il y a une formule qui vous aide à récupérer entre deux colonnes. Et voilà, vous avez le premier lien, vous récupérez ça. Et vous lisez comment on fait, comment ça se passe. Ça va vraiment vous aider. Donc là, j'ai mon distancier. Il est propre, mais à la base, il fallait le générer. C'est-à-dire qu'il fallait générer cette combinatoire
ce que je vous ai montré ici, cette combinaison entre 3 colonnes, 3 tables, cette table-là et cette table. Ouais, j'ai défoncé mon dessin. Donc cette combinaison entre cette table, celle-là et celle-là, qui vont nous donner du coup une colonne, 2 colonnes et 3 colonnes. Chacune d'entre elles va avoir un identifiant et ça va générer des scénarios. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc je passe sur Power BI. Comme d'habitude, j'ai déposé mon fichier sur un Drive ou sur SharePoint. Je reviens ici, je copie juste ça. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre, là vous avez une URL pour accéder à votre Drive. Cette URL, considérez vraiment que c'est comme un dossier qui est sur votre PC. C'est la même chose que ce dossier qui est là. Donc là, j'ai un dossier, immobilier, sujet, stream live. Je le copie et je le colle sur Power BI pour récupérer un fichier. La même chose pour récupérer un fichier sur SharePoint. Je copie ici le lien et vous arrêtez jusqu'à votre... après personnel, vous avez votre login personnel. Donc vendredi @marquesclub, je viens ici, je le colle, je refais la procédure mais j'ai déjà fait les exercices. Donc bien sûr, toujours paramétrer. Donc je le mettrai en paramètre quelque part. Et ah oui, il frise un peu. Donc c'est cette fonctionnalité qu'on utilise, ce connecteur, dossier SharePoint, se connecter, vous allez coller votre lien et après vous allez récupérer les dossiers. Voilà, c'est tous les fichiers, tous les dossiers. Je m'arrête là et je vous montre après comment ça se passe. Donc voilà, URL du site. Vous pouvez la paramétrer en ayant récupéré des paramètres par exemple. Vous créez vos paramètres, comme ça si jamais vous passez le lien à quelqu'un d'autre, le dossier à quelqu'un d'autre, il peut le travailler avec. Bref, voilà comment ça se passe. Vous pouvez regarder d'autres vidéos où je parle de ça. Sinon, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire des micro-capsules de vidéos? Comment se connecter à SharePoint en 1 minute? Comme ça, je vous la mets dans la... Enfin, je vais découper de mes anciennes vidéos 1 minute et mettre un titre et la balancer sur la chaîne YouTube. Si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou sinon, vous allez voir les vidéos en entier. Voilà, donc là j'ai mes tables entières. J'ai récupéré d'abord mon fichier source. Donc là, je me suis connecté au SharePoint. J'avais 1 millier de fichiers. J'ai trouvé le fichier que je veux en en filtrant les lignes. Par exemple, ici c'était quoi? C'était cette colonne-là. J'ai filtré sur le dossier PowerStream déménagement. Là, je me retrouve avec un seul fichier. Si vous en avez plusieurs, bien sûr, il faut faire un processus de filtration. On l'a vu dans d'autres séances pour comment se connecter à SharePoint. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fichier binaire. J'ai cliqué dessus, l'Excel a été importé et du coup, j'ai toutes mes feuilles. Voilà, j'ai toutes mes feuilles de mon distancier. Bon, là, vous ne les voyez pas toutes parce qu'il faut actualiser. Mais c'est très important de toujours créer un fichier source et après, vous commencez à tirer toutes vos tables de ce fichier source. Parce que si vous allez comme ça, genre, dès le début, vous récupérez chaque fichier avec son propre chemin, quand vous allez transformer ou vouloir faire une passation, il faudra revenir sur chaque requête et modifier le lien. J'espère que c'est bien imprimé et que vous ne referez jamais l'erreur. Donc j'ai récupéré ma table des propriétés, ma table des centres d'intérêt. Je ne vais pas cliquer dessus parce que sinon il y a un petit décalage au fur et à mesure qu'on avance dans la session. J'ai remarqué, ça lag. Il y a un nouveau PC qui arrive, comme ça on pourra streamer tranquillement. TB propriété, TB centre d'intérêt. Ici j'ai les modes, ici j'ai les médias, c'est les photos. Et pour créer le distancier, si on était sur Power Query, juste comme ça, voilà, imaginons le distancier il n'existe pas. Ce que je fais, c'est que je vais générer une nouvelle requête. Ok? C'est une nouvelle requête. Vraiment, je pars de rien, blanc. Dans cette nouvelle requête, elle est blanche, il n'y a rien dedans. Je vais mettre égal TB propriété. Donc je récupère, je veux juste que ça référence ma table TB propriété. De la même manière que vous pouvez écrire allô, ça va. Et du coup, votre table, c'est le résultat de votre table, c'est allô, ça va.
Donc la table entière, c'est juste un texte, ça s'appelle Allô, ça va. Voilà. Bah, vous pouvez référencer la table produit. C'est les mêmes tables que vous avez sur la gauche. Et donc, vous avez TB produit, vous allez avoir le petit logo avec, du coup, des infos sur cette table, si vous en avez plusieurs. Donc, je référence d'abord ma table que j'avais importée. Il y a une autre manière de le faire. Bon, là, je l'ai faite manuellement pour vous montrer comment on crée une requête en partant de rien. L'autre manière de le faire, c'est... Oh là là, c'est sérieux, même pour récupérer une table, tu mets... Ok. L'autre manière de le faire, pardon, c'est de cliquer sur la table et de la référencer. Voilà. Et en fait, ça va vous créer la même table. J'aurais pas dû faire ça. Bon, je vais vous montrer l'exemple avec le distancier vide. Ok. Ah là là. Bon, je vais la supprimer. Donc, je vais référencer ma propriété, ma table des propriétés. Voilà. Tout se passe bien. Je vais l'appeler distancier exemple. Des mots. Ah oui, je sais. Trop d'onglets ouverts. Même pour les autres. Petite pause. Et pas. Voilà, donc j'espère que vous êtes toujours là. Donc il y a un petit décalage, je suis désolé, ça va peut-être, vous allez recevoir ça dans 2-3 minutes. Mais moi je vais continuer, du coup on va avoir beaucoup d'écart entre les commentaires et ce que je dis. C'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a importé, donc on a référencé la table des propriétés, ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder l'ID de la propriété et l'adresse. Je supprime le reste. Donc, CTRL, je sélectionne ma première, je reste appuyé sur CTRL, adresse, supprimer les autres colonnes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour générer cette factorielle, cette nouvelle table, en fait, on va ajouter une colonne. Ce sera une colonne personnalisée. Okay, comme si on allait rajouter vraiment une colonne toute simple, 1 plus 1 est égal à 2. Là, je vais rajouter une colonne et cette colonne va s'appeler TB, centre d'intérêt. Voilà, en fait, on va appeler une table entière et cette table entière, on va la sortir pour chacune des lignes. Je vais l'appeler centre d'intérêt. Bon, centre juste intérêt. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle colonne qui apparaît et dans chaque cellule de cette colonne, j'ai la table centre d'intérêt entière. Voilà. C'est la même partout. On peut imaginer qu'on peut faire une fusion et du coup on peut avoir des centres d'intérêt différents
ou des sites de livraison différents par rapport à chaque nouveau scénario. Bref, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Maintenant qu'on l'a récupérée, on va la déployer, mais je vais récupérer juste l'ID et l'adresse, parce que c'est ce qui m'intéresse pour faire ma combinatoire. Voilà, donc là, pour chacune des adresses, j'ai toutes les adresses de mon ancien, de mon nouveau, de tous mes scénarios. Et bah, ça continue, on rajoute une nouvelle colonne, on va l'appeler mode, et là est égal tbmode, donc je veux récupérer la table des modes où il y avait 4 modes de transport, et on peut faire des combinatoires comme ça jusqu'à l'infini. Et je récupère juste le nom du mode. Donc là, ça va être le mode, la colonne mode, pardon. Et donc là, je viens de générer toutes mes lignes, c'est-à-dire 7 x 8 x 4, je pense. Voilà. Donc là, j'ai mes modes, j'ai mes adresses de destination, mes adresses de départ. J'ai 224 lignes, voilà, au total. Donc c'est la combinatoire entre mes propriétés qui sont 8, mes centres d'intérêt qui sont 8, et mes modes qui sont 4. Une fois que vous avez ce distancié, bah c'est facile, vous prenez les 3 colonnes, pardon, et vous les envoyez comme paramètres à Google Maps. Et vous recevez du coup le résultat, comme ça, une table de distancié avec la distance et la durée. La durée, c'est en heures, en chiffres, en numéro décimal. Donc voilà, c'était tout pour la partie traitement de données. Maintenant que vous avez toutes vos tables, les autres, faites pas gaffe, c'est juste des tables qui m'ont servi à récupérer des photos automatiquement. Je me suis pas amusé à récupérer toutes les photos de cuisine et toutes les photos de salle de bain. Il y a une API, encore une fois. Il y a une API d'une application d'une plateforme qui s'appelle Unsplash. Et du coup, vous pouvez par exemple lui demander, je veux des photos de kitchen top. Et en fait, ça vous sort des plans de travail de cuisine. Bon là, c'est la version web, du coup, vous avez les photos comme ça, mais sinon, quand vous utilisez l'API, vous recevez juste des résultats de requêtes, de photos. Donc les photos sont en open source. D'ailleurs, vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez. Il faut juste citer la personne parce que voilà, on est sympa. Donc je reviens, j'ai récupéré mes photos, mes médias, les distanciés. Je valide et bon, je vais pas valider parce qu'il ne s'est rien passé, ne pas enregistrer. Tout ça, je l'ai fait, ces transformations, je les ai faites avant. Maintenant, on va enfin pouvoir, bon, au bout de 45 minutes, ça va, c'était une bonne partie quand même, transformation de données, c'est le plus important, le modèle. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne le modèle, je vais les faire comme ça, j'ai déplacé mes tables. Donc, en haut, on a des tables de dimensions. C'est-à-dire ici, j'ai la dimension de mes modes de transport, ici, j'ai la dimension de mes propriétés, ici, j'ai la dimension de mes centres d'intérêt. Ils servent à décrire les autres. Et là, en fait, le distancier vide, il sert à rien. Je vais masquer dans le rapport. Parce que c'est ce qui me sert à générer. Et je vais le mettre tout au fond à droite. Tiens, il sert à rien. Il n'a même pas besoin d'être connecté aux autres. C'est juste ma combinatoire. Et pour vous expliquer le processus, j'ai fabriqué ma combinatoire. Après, je l'ai collé sur Google Sheets. Voilà. Faut pas chercher à faire trop compliqué. Si ça allait me demander des heures et des heures de travail sur Power BI et que c'est pas reproductible, c'est-à-dire que j'ai pas l'intention de vendre cet outil et de le rendre très robuste, voilà, générer la table, copier, coller, Google Sheets, vous utilisez la formule magique sur Google Sheets et après vous réinjectez dans votre Excel. Les solutions les plus efficaces sont les prioritaires. Et donc là, dans ma table des distanciés, elle est décrite. Vous voyez les combinatoires? Bah en fait on les retrouve. La combinaison, on la retrouve ici. Tiens, média, je vais le coller ici. Je vais le dégager un peu là. Donc, chaque mode appartient à la table mode. Chaque propriété est reliée à la table propriété. Et chaque centre d'intérêt est relié à la table centre d'intérêt. Et les centres d'intérêt, ils ont un nom, une adresse, tout ça. Et maintenant, du coup, on va passer à Power BI, modélisation. C'est terminé. Est-ce que vous avez des questions sur la modélisation? Peut-être que vous allez recevoir ça, cette vue-là, dans quelques minutes. Je vous laisse le temps de poser des questions sur la modélisation. C'est maintenant ou jamais.
Et après, on passera à la visualisation. Donc, je suis parti brancher mon téléphone. Donc, pour faire un bon dashboard, il faut 500 grammes de questions, 2 cuillères à soupe de... Non, je rigole. Le plus important à chaque fois que vous voulez faire un rapport, c'est vraiment de poser des questions. Je le répète à chaque session, mais c'est parce que ça doit... c'est un truc que je trouve vraiment important et les gens parfois je leur dis mais elle sert à quoi cette feuille? Bah je sais pas, c'est des chiffres. Ok, bah elle sert à rien, on l'enlève. Euh, une feuille doit répondre à une question, doit vous aider à prendre une décision. Là, la décision en question, c'est choisir quel est le meilleur scénario. Donc, d'abord, je veux... Meilleur scénario, c'est d'abord une question d'argent. C'est pas une question de localisation, même si ça vient par la suite. C'est d'abord une question d'argent. Je veux avoir une vue d'ensemble sur les prix de différentes possibilités. Donc, je vais créer une feuille. Voilà, j'ai créé une feuille. Je vais nettoyer tout ça. Hop. Avant même que ça s'affiche, je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Donc sur la première feuille, ce que vous allez faire, c'est tout simplement dire je vais répondre à ma problématique de prix. Donc je veux tous mes scénarios afficher. Allez. Je veux tous mes scénarios, je vais les afficher au départ sous forme de table. Toujours, on commence par une table, on vérifie visuellement si les valeurs nous correspondent, si c'est pas un truc bizarre, un doublon, une multiplication. J'affiche en forme de table. Là, toutes les informations qui devraient m'intéresser sur cette table se trouvent dans une seule base, c'est celle des propriétés, TB propriétés. Je veux afficher l'identifiant, le nom, il est où? C'est propriété, je pense. Le prix, les travaux. Voilà, simple. Je ne cherche pas à faire compliqué. Peut-être au passage, les travaux, on va modifier leur catégorie. On va dire que c'est une catégorie, c'est un format euro. Et le prix, c'est un format euro aussi. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Voilà, donc on a des prix et des travaux. Cool. Sur cette partie-là, on va dire que c'est la phase financière. Donc, on peut le laisser comme ça. On peut aussi le visualiser comme un graphique en barre empilée. Donc, sur le graphique en barre empilée, on veut empiler deux valeurs. Ouais, c'est ça. On veut empiler deux valeurs, c'est les travaux. Alors, c'est pas celui-là, alors. Celui-là, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. C'est bien le premier graphique en barre empilée. Il fallait juste pas mettre de légende, parce que sinon ça vous bloquait la valeur. Donc là, je visualise mes prix, mon coût global. Okay, donc là, c'est votre coût global. Vous pouvez venir ici, afficher les étiquettes. Comme ça, vous pouvez avoir une notion du ratio. À côté de ça, on peut mettre dans les infobulles, on peut mettre les travaux et le prix une deuxième fois. Mais attention, c'est pour pouvoir avoir une pourcentage du total. Non. Ah oui, je peux pas les avoir en comparé. Ok, mauvaise idée. Je voulais comparer, mais il faut rajouter des mesures. Je voulais comparer le prix par rapport aux travaux, quel est le pourcentage, le taux prix, taux travaux. Mais là, il faudrait rajouter une autre colonne qui les évalue. C'est pas grave, on va pas le faire aujourd'hui, c'est pas la priorité. Donc, là, on est en modélisation financière. Il faut qu'on crée des scénarios. Et donc, le scénario, c'est la question suivante, c'est si je faisais 20% d'apport, si je faisais 45 000 euros d'apport, quel serait mon PMT, bon en anglais ça s'appelle PMT, bref, le montant que vous devez rembourser chaque mois du crédit.
J'ai pas fait une formule, je vais pas faire une formule compliquée parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, votre PMT, il dépend forcément de votre apport, du nombre d'années sur lequel vous allez faire le crédit et du taux auquel vous avez négocié votre dette. Le PMT, c'est la mensualité. Voilà. Donc on va modéliser. C'est pour ça qu'on faut aller dans l'onglet modélisation. Voilà, c'est facile pour s'en rappeler. Ou est-ce que je vais insérer une valeur? Non. Modélisation, et là on va mettre des paramètres. Premier paramètre, on va l'appeler apport. Ok. Votre apport, il est entre 0 et, imaginons que, je sais pas, soit vous le mettez en pourcentage, donc c'est entre 0 et 1, et vous l'incrémentez de 0,01%. Par défaut, c'est nombre décimal déjà. Incrément 0,01, et par défaut, on va dire que c'est le montant de l'apport, c'est 0,05 ou 0,3. Voilà. 1,4. Donc ça, c'est le montant de l'apport. Il faut être le plus explicite possible, montant apport. Ok. Donc là, vous allez avoir une sorte de curseur qui va apparaître, mais en fait, c'est juste un visuel de filtre. Parce que ce qu'on a fait, quand on a créé cette table montant apport, on a simplement généré. Désolé si c'est redondant pour ceux qui ont vu les sessions de la semaine dernière, mais les nouveaux, voilà. Donc la table montant apport, c'est simplement une generate series. On a généré une série de chiffres entre 0 et 1 avec 0,01 d'incrément. Donc voilà, on a 100 lignes, et ça n'est rien d'autre qu'un visuel de segment. Et donc, quand je déplace mon segment comme ça, en fait, ça me sélectionne des valeurs. Voilà, tout simplement. Je peux revenir dessus, sélectionner cette colonne et modifier, dire que c'est un pourcentage. Comme ça, vous avez une idée du pourcentage d'apport. Vous pouvez descendre jusqu'au 0,001, comme ça, vous avez... Voilà, donc là, je suis à 16% d'apport. Parfait. C'est des paramètres que je vais prendre et cacher dans un coin. Voilà, on a un paramètre sur le montant de l'apport. Cool. Je vais mettre bien gros. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Modélisation, encore une fois, nouveau paramètre. Durée du crédit. Entre 0 et 20 ans. Bon, il faut essayer de tronquer au maximum les valeurs. Entre 15 ans et 25 ans. Incrément de 1. Par défaut, c'est 20 ans. Ça va venir se rajouter à notre table. Et voilà, rapidement, on est en train de créer un fichier de modélisation financière. Il y a plein d'agences qui payent des milliers d'euros pour avoir ça, alors que on peut le faire sur Excel tout simplement, sur Power BI. Je vais changer un peu le fond parce que ça m'aidera à arrière-plan de la page. Je vais mettre un tout petit peu en gris, un peu de transparence, comme ça m'aide à aligner mes objets. Voilà, montant de l'apport, durée du crédit, et le dernier paramètre, c'est le taux intérêt. Et en ce moment, il dit ouais, les taux sont bas, 0,9 jusqu'à 2%. Et ça avance de 0,1. Et n'oubliez pas, c'est un nombre décimal. Quoique avec ces trises, on peut avoir des crédits négatifs ou à taux zéro. Je suis pas un expert. Et voilà, on a nos trois valeurs, et à chaque fois qu'on va les changer, en fait, ça va venir modifier des valeurs dans votre Power BI. Donc, voilà, dernier, et le taux il est de 1,2. Je vais le mettre en pourcentage aussi. 19h. Je pense que la session d'aujourd'hui sera un peu plus longue. Voilà, on va dépasser d'une vingtaine de minutes parce qu'il y a des choses qui viennent au fur et à mesure dans les sessions. Ah, je me suis raté. Donc c'est 0,09 et ça va jusqu'à 0,002. Et l'incrément, c'est ça. Voilà, c'est juste une série et on a généré des chiffres. Taux d'intérêt, 2 chiffres significatifs. Hop là.
Voilà. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous allez pouvoir calculer les vraies valeurs sur votre... voilà, 1,32, 1,37, parfait. Maintenant, toutes ces tables, elles ne sont pas du tout liées aux autres. C'est juste des tables où on va choisir des valeurs. Donc d'ailleurs, si vous changez ici, vous pouvez mettre des valeurs entre. Ce qui fait que ça va vous récupérer toutes les valeurs entre 0,16% et 20%. Et du coup, ça peut vous faire de la simulation. De la même manière que tout à l'heure, j'ai simulé avec la table propriété, la table, je sais pas moi, la table centre d'intérêt et la table mode. J'ai créé avec trois tables une seule qui est la combinatoire de toutes les autres. Bah, ici, si on met entre, en fait, on pourra dire quels sont tous les scénarios, combien ça va me coûter, de 12% jusqu'à 27%. Et en fait, vous allez voir tout à l'heure, quand on va commencer à faire les calculs, en fait, ça va tous les récupérer. Je reste sur un cas classique, je veux une valeur unique, et donc j'ai récupéré la valeur de 20% d'apport. 20 ans de crédit, 1,225. Donc maintenant, on voudrait potentiellement calculer celui qui a le droit à un crédit à taux négatif, il s'appelle l'État. Pas mal, pas mal. Il s'appelle l'État et Lehman Brothers et tous les autres truands de la finance. Donc là, je ne vais pas créer une nouvelle colonne, je vais créer une nouvelle mesure. Et en fait, cette mesure, ce que je veux qu'elle fasse, c'est qu'elle me calcule mes mensualités. Voilà. Et là, on va partir sur un truc simple. Je ne vais pas essayer de calculer des mensualités par rapport à un taux d'intérêt qui évolue ou à le taux d'intérêt sur ce qui reste à payer. Je vais juste, truc basique. Si vous voulez, on fait une session entière sur la modélisation financière. Donc, la mensualité, c'est le coût du crédit. Je vais créer des variables. Je pourrais attaquer direct ma formule comme ça, calculate, pour la rendre plus digeste. Var, coût, crédit. Coût emprunt, voilà. Le coût de l'emprunt, on sait que c'est le coût total de votre projet. Donc, potentiellement, ici, c'est la somme. Donc, on va calculer, ou je vais juste faire la somme de mon prix plus la somme de mes travaux. Imaginez, vous avez plusieurs lignes, ou sinon, vous devez faire plusieurs... voilà. Donc ça, c'est le coût de l'emprunt. C'est la valeur de l'emprunt. Pardon. Valeur emprunt. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ces lignes comme ça, mais vraiment, c'est beaucoup plus pratique. Vous ferez moins d'erreurs. Statistiquement, chaque fois que j'ai fait des variables, donc VAR pour variable, et que j'ai tout rassemblé dans une seule formule à la fin, j'ai passé moins de temps à développer la formule quand même. Hein. Valeur emprunt, le coût de l'emprunt. Et donc là, c'est là où on va venir multiplier la valeur de l'emprunt, qui est ici. Elle est où? Valeur, emprunt, fois le taux d'intérêt. Voilà, là on vient de calculer le coût de l'emprunt. Et à la fin, on va retourner la valeur de l'emprunt total plus le coût de l'emprunt. Voilà. Donc j'ai juste sommé les deux. Divisé par la durée. Donc ça, c'est c'est pas des mensualités, c'est un total annuel. Du coup, c'est divisé par la durée fois 12. 12 fois. On peut même faire ça. On peut faire var nombre NBR mois. C'est vraiment pour l'exercice que je le fais. C'est la 12 fois la valeur du crédit. C'est non, c'est durée. Durée du crédit. Comme ça, on peut juste faire des divisions toutes simples. Donc j'ai calculé ma valeur d'emprunt, mon coût d'emprunt, le nombre de mois, et j'ai tout divisé. J'ai oublié une petite chose, c'est que la valeur de l'emprunt, il faut réduire, bien sûr, l'apport, montant de l'apport. Voilà. Valeur de l'emprunt, c'est le total de ce que vous avez déboursé moins la valeur de l'apport, moins le montant de l'apport. Le coût de l'emprunt, c'est fois les taux d'intérêt. Bien sûr, normalement, il faut faire sur le nombre de mois, le nombre d'années multiplié par... c'est le reste à payer multiplié par le taux à chaque fois. Mais il y a d'autres techniques pour le faire. Et dernière chose sur cette partie-là, le fait de la séparer, vous pouvez même la mettre dans une autre formule à part. En fait, ça vous permet de la rendre encore plus complexe parce que vous avez
pour les personnes par exemple qui ont moins de 28 ans, ou je sais pas, moins de 30 ans en France, l'État prend en charge jusqu'à 60 000 euros, les taux d'intérêt jusqu'à 60 000 euros, c'est l'État qui les prend en charge. Donc potentiellement vous avez 0% sur la première partie. Donc il faut retenir cette partie-là. Voilà, là on commence à faire des trucs un peu stylés. Donc là c'est valeur des mensualités. Et là du coup c'est juste une valeur. Donc c'est pas une colonne, c'est juste une valeur, une mesure. Elle est présente dans la table propriété. Si vous avez par exemple des formules assez spéciales, du style, ici, pendant qu'il fait les calculs, ici le type, j'ai dit actuel, mais en fait, dans les autres, on aurait pu avoir du neuf et pas du neuf, du rénové. Donc sur le neuf, vous pouvez avoir par exemple ici, travaux, 0%, mais en fait le type c'est du neuf. Et du coup, quand c'est du neuf, je ne calcule pas mon crédit comme quand c'est des endroits qu'il faut retaper. Bref. Du coup, là, on a notre tableau a été calculé, cool. Je vais décaler ça ici. Et en face, je vais mettre une petite table qui va m'aider à comparer avec les mensualités. Donc je vais prendre mensualité, je la drop ici. C'est tout petit. Voilà, ça c'est sur l'année. Je me suis trompé encore une fois. 12 fois 20 divisé par le nombre de mois. Ah oui, en fait c'est normal parce que Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai une valeur aussi grande? C'est pas possible qu'on ait des mensualités aussi grandes. Vous êtes bien d'accord? On va voir, c'est juste le taux d'intérêt. Ah oui, c'est le taux d'intérêt. On va mettre juste 1%. Donc là, imaginons qu'on tombe sur sur ce cas. Ah mais oui, ok. Je sais pourquoi. En fait, tout ce que vous voyez ici, ça doit être fait dans des variables séparées. Je ne sais pas encore pourquoi il y a un problème comme ça sur Power BI. Mais normalement, voilà, ça marche pas. Je suis pas un expert du DAX, mais il faut calculer la somme. Voilà, il faut refaire tout ça. Il faut les calculer chacune dans une variable séparée et après les introduire tous dans une seule variable. Donc au lieu de le faire, je vais juste calculer tout ça. Donc c'est somme plus moins, on met tout ça entre parenthèses. Désolé pour ce fail. Après, tout ça doit être multiplié par taux d'intérêt. Et on va multiplier par 1 plus. Comme ça, on se reprend pas deux fois la formule. C'est le coût. Le tout divisé par durée du crédit x 12. Donc là, ça devrait marcher. Nickel, pas besoin de faire de variable. Donc on a un divisé entre parenthèses, fois entre parenthèses, et la valeur principale entre... Normalement, ça devrait marcher. Voilà, là on a des loyers normaux. On a des mensualités normales. Voilà, et donc vous pouvez adapter ça. Moi personnellement, j'ai pas d'expérience, du coup, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a dans la colonne type, on peut mettre les spécificités et dire quand c'est du neuf ou pas. Bah là, on change la formule ici. Donc c'est sur la partie où on voit faire le calcul sur le montant à payer, les impôts, les intérêts à payer sur le restant. Vous pouvez vous faire plaisir.
Donc, ça, c'est le premier onglet, analyse financière. On clôture, j'enregistre. Et je passe au deuxième objectif. Il est 19h07. Les autres vont aller assez vite parce que c'est juste des photos. Et c'est des comparaisons. Comparer les durées de trajet entre la localisation actuelle et les nouvelles propositions. Donc, les durées des trajets, en fait, c'est tout simplement le distancier. Une fois que le calcul a été fait, là, vous n'allez pas avoir trop de choses à faire. Donc, je crée une nouvelle feuille. Et là, en fait, déjà, pour que ça soit pratique de reconnaître où se trouve l'endroit, on met une carte. Je récupère les adresses de mes propriétés qui sont là. Donc, propriété, adresse. J'ai défini le type adresse en cliquant sur le champ adresse. Voilà, vous voyez, il est en gris, c'est-à-dire que je l'ai sélectionné, pas dupliqué. Là, j'ai sélectionné ID propre. Là, j'ai sélectionné adresse, il est bien sélectionné. Je vais en haut sur la colonne outils de colonne, catégorie de données, et c'est une catégorie de type adresse. Si vous avez juste des localités ou des lieux, c'est vraiment pas mal aussi. Et latitude, longitude, quand votre adresse n'est pas facilement interprétable par Bing. Donc là, j'ai tout mes localisations. Le style de carte, je vais le mettre un peu en route parce que c'est normal, c'est par défaut. Sinon, vous le mettez en gris, c'est un peu plus léger pour les yeux. Et si vous voulez, vous avez des cartes ArcGIS. Du coup, les cartes ArcGIS, c'est pas mal parce que en dessous de la carte, vous n'avez pas juste des ruelles et des noms de rues. Vous avez surtout, en fait, vous avez des options. Vous pouvez récupérer. C'est pas l'objectif de la séance d'aujourd'hui, mais vous pouvez récupérer la densité, les écoles à côté. Vous avez plein de fonds de cartes sur tout et n'importe quoi, sur le revenu moyen des gens qui sont autour, la proximité des logements. Bref, vous pouvez tout imaginer. Donc là, j'ai ma carte qui me sert juste à identifier les endroits. À côté, je vais chercher à comparer. Du coup, là, on se concentre principalement sur la table des distanciés. Ok. Donc sur ma table des distanciés, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais comparer toutes mes... Donc d'abord je fais une table, voilà, comme ça on ne se perd pas. Je fais une table. Sur cette table, je veux mon ID propriété, ID centre. Donc là déjà, je vois que j'ai toutes les combinaisons. À côté de ça, je veux ma distance. On n'a pas besoin des propriétés. Je veux juste ma distance et ma durée. Voilà. Maintenant qu'on voit que les valeurs sont pas mal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à les comparer toutes entre elles. Et pour les comparer toutes entre elles, on peut utiliser un graphique assez cool. En fait, c'est le graphique qui est ici, tout simplement. Donc, c'est un graphique à barres. Vous allez pouvoir comparer les... donc, pour plusieurs... Alors, les propriétés, je les laisse... Donc, c'est les centres d'intérêt que je veux comparer entre eux. Les propriétés viennent en légende. Ici, on peut sélectionner deux propriétés. Donc là, je veux comparer ça et ça. Imaginons la propriété actuelle et imaginons que la propriété actuelle, c'est celle-là. Bon, je ne me rappelle plus laquelle c'est. 200 rue Garibaldi et celle-là. Vous voyez, en fait, ça m'a juste mis en surlignage les deux par rapport au reste. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Format, modifier les interactions, et vous voulez que la sélection qui se passe sur la gauche soit totale. Donc, j'ai bien sélectionné ce visuel, et je veux que celui-là, c'est tout petit, mais en fait, je veux qu'il filtre entièrement, qu'il ne mette pas en surbrillance. C'est filtré entièrement. Et donc, à chaque fois que je vais sélectionner un ou plusieurs, je vais les avoir les uns à côté des autres. Voilà. Donc là, j'ai ma propriété 6 et ma propriété 5 qui sont comparées les unes aux autres. D'accord? Là, vous avez un problème, c'est que vous avez toutes les distances qui sont les unes à côté des autres. On a tout comparé. À pied, à vélo, on a fait la somme de tous. Donc, pour gérer cette comparaison-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un filtre tout en bas. En fait, c'est un filtre sur la colonne de mode. Donc, je peux juste faire ça et sélectionner mode. Donc, j'ai sélectionné un segment, visual segment, et j'ai pris le mode. Cool, là j'ai tous les modes, bicycling, driving, transit, et là donc je peux comparer juste au niveau du transport en bicyclette, en vélo, driving, transit,
Ça change pas beaucoup parce qu'on a à peu près les mêmes distances. Là, si je sélectionne celui-là et celui-là, on va avoir quelques différences sur voilà. On est un peu plus proche de certains endroits, on est un peu plus loin des autres. Ce qui est cool, quand vous êtes en train de faire des filtres comme celui-là, il y a deux choses. D'abord, on peut utiliser le Chiclet Slicer qui va permettre, donc c'est un visuel qui s'appelle Chiclet Slicer, qui va permettre de comparer dans une petite liste comme ça. Je vais mettre une ligne et je vais les forcer à tous se mettre sur une seule ligne. Et je vais enlever la colonne de titre. Et du coup, je pourrais, je pourrais, voilà, ma modélisation, j'enlève cette option format, interaction, du coup je les ai fait disparaître. Et donc là, je compare juste par rapport au transport en commun mes deux scénarios, celui-là et celui-là. Voilà, je peux en comparer 3, je peux en rajouter celui-là. Donc là, j'ai tout fait par rapport à la table. Tout ce qui se passe ici a été fait par rapport à la table distanciée. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas de connaître l'endroit 1, 2, 3 des centres d'intérêt. Ce que je veux savoir, c'est leur nom. Et comme on a créé un modèle de données solide, vous avez juste à revenir sur la table des propriétés, prendre le nom de la propriété et le déposer en légende. Donc là, j'ai bien Columbus, Karachi et Kébabistan, les 3 endroits que j'ai ciblés. Et sur la colonne des centres d'intérêt, je vais revenir dans centre d'intérêt et je vais récupérer le nom du centre d'intérêt et je vais le mettre à la place de ID centre. Voilà. Donc, je vois que pour aller à Blédina chez Danone, bah, c'est quand même la galère quoi qu'il arrive. Donc, ça ne va pas être pris en compte. Ce que je peux faire, donc voilà, Blédina, Danone, c'est trop loin, ça me gâche. Quoi qu'il arrive, en fait, la personne qui doit aller travailler là, elle mettra beaucoup de temps. Ce que je fais, c'est que je sélectionne Blédina, Danone et il n'y a pas exclure, si, exclure. Voilà. Alors, ça marche pas dans ce visuel. Ah, je vois. Donc, je vais aller dans filtre. J'ai exclu une valeur en particulier. Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, dommage, il faut sélectionner Blédina. Donc, dans les propriétés, il faut ne pas donc sélectionner tout et Blédina, on l'enlève. Alors, c'est pas ici, c'est dans centre d'intérêt. Ah oui, c'est non. Sélectionne tout sauf Blédina Danone. Comme ça, j'ai une comparaison assez simple. Corbas. Voilà, j'ai mis que Corbas c'était là où habitait papy et mamie. Donc on peut comparer nos scénarios et avoir du coup une notion sur qui va être le plus loin, qui va être le plus proche. Attention, là j'ai comparé juste la durée. Vous pouvez faire la même chose avec dans le distancier, on a les kilomètres, mais ça sert à rien. Dernière chose, vous pouvez comparer les endroits entre eux par rapport à tous ces moyens de transport. Donc on va créer une nouvelle colonne, une nouvelle mesure, et en fait cette mesure, ça va être le moyen de transport le plus rapide. Donc on ne cherche pas à comparer, soit en vélo, en voiture ou autre. On n'a pas le temps de cette séance, mais sachez que c'est possible. Il faut juste créer une nouvelle mesure. Et cette nouvelle mesure, elle prend le plus petit des 4, et elle va le comparer à la base. Voilà, on n'aura qu'une seule valeur. Donc ça, c'était pour la question 2, Q2, transport. Troisième question, avoir une représentation visuelle de l'environnement de chaque propriété. Je ne sais pas ce que je voulais vous dire par ça. En fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement créer. Donc, on a des photos. Je pense que c'était par rapport aux photos. Donc, on a des photos du plan et des photos de l'appartement. Donc, plan, ici, si vous cliquez dessus, comme c'est une URL, c'est du texte. Voilà, je l'ai changé. Je vais le refaire donc aucune catégorie. Si j'essaye de voir ici, je survole ma carte et du coup, j'ai qu'une seule adresse. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut enrichir votre carte en récupérant le plan carrément. Vous voyez le plan, vous pouvez les comparer un à un. Du coup, il suffit de prendre le texte du plan, hop, je le glisse, je le mets dans Infobulle.
quand je cherche à voir, en fait, ça me met une URL. Pas de problème. Cette URL, comme c'est une photo, je vais aller dans catégorie de données, outils de colonne, on sélectionne le champ, catégorie de données, et je dis que c'est l'URL de l'image. Salut Jessie, bonne soirée. Donc là, on a l'URL de l'image, cool. Si je reviens encore une fois, j'ai toujours pas l'image. Pourtant, l'image, elle est là. Vous voyez? Il y a des petites images du plan. Mais j'ai pas mon visuel. C'est parce qu'en fait, il faut créer une page d'infobulle. Donc c'est une toute petite carte qui va être présente en bas et qu'on va pouvoir glisser à la place de l'infobulle. Et du coup, quand on va la survoler, on va voir l'infobulle en entier. Donc déjà, au passage, là, je suis en train d'avoir des idées. Cool. Celui-là, je vais le mettre en haut un peu. Je vais lui faire de l'espace. Celui-là, je vais l'étirer. D'accord? Bon, même si je sais que c'est la feuille sur les distances, c'est juste pour pas alourdir mon PC, je suis désolé. Plus il y a de feuilles, en fait, plus il galère. Donc au lieu d'avoir juste le visuel comme étant une table, je vais mettre un visuel de Chiclet Slicer. Et donc ce visuel de Chiclet Slicer, je vais lui demander de mettre 0 colonne, une seule ligne. Voilà, donc j'ai mes 6 valeurs. Et il suffit de prendre le plan et de le mettre dans Image et de prendre l'ID de la proposition, ou sinon la propriété, et de le mettre dans Catégorie. Voilà. Du coup, là, j'ai mes plans. Et je peux agrandir, Image, le ratio. Donc c'est un ratio 100. Je veux que 100% de l'espace soit celui du plan. Donc là, vous pouvez filtrer directement. Vous pouvez voir, ah tiens, c'est ce plan-là. Je veux comparer ce plan et ce plan. Par exemple. Et celui-là. Vous voyez, c'est un peu plus simple. Quand vous connaissez, je sais qu'il y a certaines personnes pour faire des choix sur des locations, enfin des logements, ils vont plus se référer par rapport au plan que l'adresse. Et là, c'est pratique, je trouve, c'est pratique. Là, on a 6 plans. Donc, pourquoi celui de 0? C'est parce que tout simplement, il n'existe pas, le plan 0. Donc, propriété, le plan, je ne veux pas qu'il soit vide. Je veux tout sauf celui qui est vide. Ça va nous laisser de l'espace. Et pour le chiclet, donc c'est la carte, je veux une hauteur un peu plus grande. Je vais mettre 200. Voilà. Et j'enlève l'entête. Voilà comment vous pouvez rendre vos rapports dynamiques. Deuxième chose, maintenant il me faut les photos. Et les photos, elles sont dans la table des médias. Donc j'ai le type de la pièce et l'URL. Donc maintenant on va passer à ce qu'on appelle une... Là c'est une infobulle, ce que vous voyez en gris. Voilà, si on passe par-dessus, on voit des infobulles. Cool. Vous pouvez soit drop, donc lâcher des valeurs dans le champ des infobulles, tout en bas. Donc imaginons qu'on est là, qu'on soit là. Infobulle, je peux déposer des champs et je peux les regarder. Okay. Mais vous pouvez aussi créer une petite page. Donc là, je crée une page. Donc ça, c'est une grande page. Quand elle est vierge, je vais dans taille de la page. Elle est en 16 neuvième. Je peux la mettre en lettres. Du coup, ça va être une carte comme celle-là. Je peux la mettre en infobulle. Infobulle, c'est vraiment tout petit. C'est 320 pixels sur 240. Lettres, c'est quand même bien grand. Hein. C'est format lettres. Donc c'est à regarder dans un iPhone. Avec beaucoup de pixels. 1050 pixels de hauteur. Donc je vais la laisser au format infobulle, comme ça c'est tout petit. Et je vais afficher juste une seule photo. Ça va être la photo du plan. Voilà. Tout simplement. Donc là j'ai affiché une photo, elle ne se voit pas parce qu'il y en a plusieurs. Il faut qu'on aille dans les paramètres pour les settings d'image. Donc je pense que tous les settings sont bons. Maintenant qu'on a déposé notre photo sur le plan, je peux venir sur la page. Et donc de la même manière qu'on a géré la taille, information sur la page, je veux que ça soit une infobulle. Voilà, on active tout simplement. Et là, je vais dire c'est I plan. Infobulle plan. Pour s'en rappeler. Maintenant, si je reviens à mon question de transport, je sélectionne ma carte. C'est pas ici, c'est pas dans l'infobulle que je vais rajouter ma feuille. Mais je vais aller dans le format et tout en bas, vous avez infobulle. Et en gros, page du rapport,
c'est une infobulle de page du rapport. Et je veux que ça soit iPlan, mon iPlan. Voilà, et donc là, on va survoler. Et on a la photo du plan. Puissant, hein? Voilà, une autre photo du plan. Maintenant, deuxième chose, c'est... Là, j'ai la photo du plan, mais j'aimerais bien quand même faire défiler la photo du plan. Et à côté, je mets toutes les photos de mes médias. Toutes les photos de... Bon, bref. Donc, URL, donc la table média. On a un identifiant de la propriété, le type de pièce et l'URL. Voilà, je vais sélectionner l'URL. Ça va me l'afficher ici, dans un petit tableau. Je vais faire un peu d'espace. Et donc, pour pouvoir voir toutes les photos, je peux par exemple utiliser mon chiclet slicer, ou je peux juste le laisser en format tableau. Mais format tableau, j'aime pas parce qu'il y a une grande en-tête quand même. Ou sinon, j'ai ce visuel qui s'appelle Image Grid. Mais il est... Voilà, il va se auto maximum colonne, je vais en mettre une seule. Donc c'est une seule colonne. Et format grid. Voilà. C'est le plus proche qu'on peut avoir. C'est tout petit, mais... et là, je vais dire que la largeur minimum, c'est 100. Pour voir ce que ça donne. Vous avez plein de manières différentes de gérer les photos. Celle-là, je la conseille vraiment quand vous avez beaucoup de... Là, c'est juste une infobulle. Mais du coup, on va revenir sur Q2 Transport. Vous pourrez avoir le temps de gérer ça comme vous voulez. Donc voilà, on a nos photos et notre plan. Et sinon, pour le rendre dynamique, il y a combien de personnes encore? Ouais, il y a encore des gens. Donc pour le rendre dynamique, là, vous voyez, c'est juste une solution qui me vient à l'esprit là en faisant le rapport que j'ai utilisé dans plein d'autres cas. Il faut essayer dans votre rapport d'emmagasiner le maximum d'informations. Donc, c'est vrai qu'ici, on a le plan qui est tout petit. Bon, il faut s'imaginer qu'à la base, quand on consulte des dashboards, ils sont vraiment au format grand écran max. Donc vous voyez très très bien ce qu'il y a dedans. Là, on a plusieurs photos, on en a 6. Et moi, j'aimerais bien les faire défiler. Comment faire? En fait, tout simplement, vos photos, vous pouvez en mettre qu'une seule. Comme ici. Donc là, j'ai mis qu'une seule photo. Elle est où tout en haut? Bon, je reviens. Voilà, j'ai mis une photo. Et c'est tout en haut, en fait, c'est les photos de la cuisine. À côté, j'ai les photos du plan. Ok? Donc je pourrais venir ici et filtrer les photos qui sont en haut. Je veux toujours que ce soit les photos de la cuisine. Et comme j'ai donné des types à de pièces à mes photos, je peux dire, je veux que ça soit toutes les photos de la cuisine. Voilà, j'en ai deux. Une. Ici, du coup, je peux le dupliquer. Donc j'en ai fait deux. Hop, il n'est pas là. Si. Et je vais dire, je veux que ça soit les chambres. Je veux que ça soit la salle de bain, par exemple. Celle-là, je la duplique encore une fois et je lui dis, je veux que ça soit l'entrée. Voilà, c'est juste des filtres. Et en fait, du coup, à chaque fois que je vais regarder ce visuel, voilà, entrée, salle de bain, le plan il se voit pas. Je sais pas pourquoi. Ah, parce que c'est le. Je sais. C'est le premier il est vide. Ok, c'est le premier, je sais pas pourquoi le premier ne s'affiche pas. Mais bref, on a notre 4 cartes. Et donc, toujours, j'aurai mes photos, entrée, cuisine, salle de bain, ok, cool. C'est les mêmes. Je dois avoir un problème de connexion dans mon modèle. Ma table des médias. Ah bah c'est normal. Si, elle est là. Ok. Ma table des médias va dans un seul sens. Et normalement, elle devrait être capable de filtrer
Ça, c'est des erreurs qui arrivent tout le temps, donc c'est bien qu'elles m'arrivent pour que je vous explique où est-ce que je me suis trompé. J'ai ma table des propriétés qui est ici. Ah, mais oui, je suis filtré. Je vais défiltrer. Je sais qu'il y a un filtre qui est affiché. Donc, je devrais avoir des photos différentes. Déjà, rien que pour check visuel, j'ai toujours les mêmes photos. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne connexion entre ma table des propriétés et ma table des images. Je vérifie la connexion. ID propriété, ok. Mais là, pourquoi on n'aurait pas les bonnes valeurs? Tout simplement parce que j'ai essayé un truc, j'ai demandé à avoir un ID propre, ok. Je pense pas que ça vienne de là, mais ça me paraît vraiment bizarre. Celui-là, je le mets là. On va avoir un tout petit filtre qui s'est glissé. J'enregistre. Au passage, si vous avez des questions, je suis en train de lire. Ok. Donc, premier plan, je l'enlève. Ici, dans l'infobulle, on a bien quelque chose qui est lié à l'adresse. Ah, mais peut-être que c'est les photos qui ont les mêmes liens et que je me suis trompé. Je me suis trompé en générant ma base de médias, potentiellement. Je pense qu'ils sont tous les mêmes. Donc, les chambres de tout le monde, elles sont comment? Ou juste les cuisines. Si tout le monde a le même lien, c'est normal du coup. Salle de bain. Ah, mais oui, ok, tout le monde a le même lien. Je me suis trompé dans la génération de mes. C'est de ma faute. Actualiser les données. Bon, ça marche, on n'a pas besoin de vérifier. Je pense que dans ma base de données, les liens, les médias, les photos des médias sont tous pareils. Ouais, ils sont tous pareils. Là, ça se confirme. Ok. Donc, ça m'affiche bien les bonnes valeurs. Voilà, maintenant, on va passer à la dernière question. Avoir une vue générale pour comparer les photos et les plans de plusieurs versions. Là, c'est assez facile. De tout à l'heure, je vous avais présenté cette fonctionnalité. Donc, comparateur. Je vous avais présenté cette fonctionnalité. Donc, on va récupérer tout ce qu'on avait fait à côté. Là, par exemple, celui-là. Hop, je le prends. Je le copie. Là, je sépare ma feuille en deux et je vais les coller ici. Donc là, c'est le premier plan. Allez. Un premier plan ici et un deuxième plan de l'autre côté. Allez. Je vais mettre une petite couleur de fond. Je vous libère, il est 19h30, c'est la fin. Donc tout en haut, on va mettre un chiclet slicer. Dans ce chiclet, on va mettre nos propriétés. Ok. Voilà. On va les mettre autant de chaque côté. Je pense que c'est le milieu. Ouais. On va mettre autant de visuels des deux côtés. Allez. Pourquoi il ne veut pas se copier? CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Allez. Ça bloque de temps en temps. Voilà, on les a chacun de son côté. On fait ça à l'arrache. Après, on a les propriétés qu'on peut rajouter ici. Donc photo, on peut mettre les URL. Là, on n'aura pas beaucoup de différence.
et on va mettre, je sais pas moi, par exemple les prix ou les positions sur une carte. Bon, comme c'est la fin de la séance. Et en gros, quand vous avez fait ça séparé en deux, vous allez venir remanier, c'est que un jeu de modifier les interactions. Donc j'active la modification des interactions, et là c'est un peu long, c'est vraiment fastidieux. Chaque objet qui est sur la partie de gauche doit venir, pour chaque objet, donc là j'ai cliqué sur le premier, je veux que ce premier objet ne filtre pas celui-là, ne filtre pas celui-là, ne filtre pas celui-là, donc je les ai désactivés. Donc si je clique sur Quai 31, je vais avoir un plan qui s'affiche ici, mais ici il n'y a rien qui bouge. De la même manière, ici, donc je l'ai sélectionné, je vois ces interactions avec tout le reste, et je viens décocher toutes les propriétés. Et donc là, je veux comparer avec Karachi. C'est la même photo, merci. Au fur et à mesure, en fait, vous allez venir sélectionner chacune d'entre elles et la déconnecter. Donc vous les désolidarisez avec... on découpe. Voilà. On dit que tous les objets qui sont sur la gauche n'interagissent pas avec ceux qui sont sur la droite, et tous les objets qui sont sur la droite. C'est long, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre... on ne peut pas tout sélectionner et dire... voilà. Quand vous finissez, n'oubliez pas de désactiver la modification des interactions. Les plans, je les mets tout petits ici. Parce que j'ai une petite surprise à vous montrer. Bon, en fait, il faut qu'il soit, quoi qu'il arrive, il faut qu'il soit carré, parce que c'est des plans pas normés. Ici, on a une photo, comme ça. Je vais la mettre très très grande, on a toutes les photos. Je vais la mettre en bas. Et il y a une photo en particulier que vous voulez comparer. Je sais pas, moi, vous voulez comparer juste la salle de bain. Donc on va servir de cet espace du milieu. Voilà. Cet espace du milieu, en fait, on va l'utiliser pour visualiser une seule et unique photo. Déjà, ce que je peux faire, c'est dupliquer ce visuel. CTRL-C, CTRL-V. Chaque fois, je le dis parce que pour que vous vous rappeliez ce que je fais. Donc là, je l'ai copié. Comme ça, je copie les propriétés de filtration. Je le dépose. Et en fait, ce que je vais vouloir voir, c'est l'URL du plan. Je la dépose ici. Donc là, je vais avoir des photos. Même chose pour celui-là. Copier-coller. Je le dépose au centre. Comme ça, je le recopie avec ses propriétés. Là. Et ce que je veux voir, c'est l'URL. Propriété ici. Et maintenant, en fait, on va prendre un chiclet slicer, on va le mettre au milieu. Et ce chiclet slicer, dedans, on va mettre le type de pièce. Voilà. Donc je vais pouvoir comparer juste une pièce à chaque fois. Voilà, je me suis perdu parce que tout est blanc partout. On peut réduire un peu ça. Je comptais pas le faire au départ comme ça, mais... Voilà, on peut comparer catégorie, pièce, et... Pourquoi j'ai... Bon, je vais le faire juste comme ça alors. Pourquoi j'ai aucune de mes pièces qui apparaît? Encore une fois, je dois avoir un filtre qui traîne. Mauvais filtre. Voilà. Donc je vais comparer toutes mes chambres. Et là, il va falloir gérer les propriétés. Donc, ce filtre qui est au milieu ne filtre pas ça et ne filtre pas ça. Bon, il n'aurait pas fallu les mettre tout grandes dès le début. Le filtre qui est au milieu, il n'a aucune interaction avec ces deux objets. Donc on les voit tout le temps. Il n'a aucune interaction avec celui-là parce qu'en fait, il ne peut pas. Mais par contre, il a une interaction avec celui-là. Je sais ce qui s'est passé. Mes valeurs ont disparu parce que cet objet filtre encore les autres. Voilà.
quand vous copiez-collez un objet, ça ne recopie pas ses propriétés d'interaction. Donc vous devez tout refaire. Donc là, celui-là ne filtre pas ça, ne filtre pas ça, il filtre rien. C'est pas ça non plus. Et celui-là, il ne filtre rien de l'autre côté. Parce que sinon, ça risque de vous faire un joli bordel. Donc celui-là, est-ce qu'il touche celui-là? Je vois pas la propriété. Ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Ça non plus. Et celui-là. C'est vraiment la partie la plus fastidieuse à chaque fois que vous faites des rapports. Donc l'objet qui est ici ne touche pas à aucun endroit des objets qui sont sur la gauche, à aucun moment. Et l'objet qui est sur cette partie-là ne filtre aucun de ceux qui sont là. Parfait. Donc là, je reviens, je veux comparer Karachi et le quai 31. Et donc, c'est la chambre numéro 1. Pourquoi on a ce problème-là? Ah oui, ok. J'ai filtré pièce numéro 1. En fait, il fallait créer une table, tout simplement, de intermédiaire. Donc, il faut créer une table et cette table va venir filtrer tous les autres objets. Voilà. De la même manière que j'ai créé une table mode, vous allez créer une table type de pièce. Et en fait, c'est ça qui va vous servir de filtre et pas la table, la propriété de la table média. Bref, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a vu des photos, on a vu comment fabriquer, comment modéliser d'abord, très important, la modélisation. On fabrique une table toute seule, des propriétés, des logements, des localisations. Chacune de ces propriétés ou localisations, pour tous les attributs qui la décrivent, ils doivent être dans une table à part, comme ça on a autant de lignes qu'on veut. Quand vous voulez créer des scénarios, il faut bien sûr créer des tables, faire des combinatoires entre toutes les tables qui créent votre valeur de scénario. Donc on passe sur Power Query, on importe et pour chacune des lignes, on importe une table. Ça c'était pour la modélisation, traitement de données. Deuxièmement, la partie, on va dire, business consulting, comment on fait pour fabriquer des dashboards? Tout simplement, on va venir écrire d'abord des questions. C'est des questions à laquelle on va chercher à répondre à travers des onglets en particulier. Une question, un onglet, comme ça, c'est clair et net ce qu'on cherche à faire dans celle-là. Pour la partie modélisation financière de votre acquisition, on peut utiliser des paramètres pour pouvoir jouer avec ces paramètres et savoir quelles vont être les valeurs de vos mensualités, par exemple, si jamais vous avez plus d'apports ou une durée plus longue de crédit ou un taux d'intérêt qui est différent. Ensuite, pour la partie sur la comparaison par rapport au lieu de transport, on a vu comment on pouvait gérer les interactions pour pouvoir afficher juste deux scénarios. Les photos aussi, par exemple. Voilà, on a affiché des plans. On peut afficher des plans en infobulle sur des endroits. Comme ça rend vos visuels un peu plus riches. Faire des filtres sur des figures en particulier pour pouvoir avoir toujours la même pièce qui est dans le même endroit. Donc ça, c'est l'entrée du magasin. Et après, on a la cuisine, tout ça. Et enfin, là, on a bien vu comment fabriquer des infobulles. Et enfin, on peut faire des comparateurs. Un peu chiant, certes, mais c'est très puissant parce qu'on peut séparer la page en deux. Et il a foiré vers la fin parce que